Et bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Quoi de neuf sur la résine. Et aujourd'hui on part à Innsbruck en Autriche pour entamer la deuxième partie de cette saison de Coupe du Monde. Et oui, déjà, avec à la fois la dernière étape de Coupe du Monde de bloc de la saison, mais aussi la première étape de difficulté, et en plus, nouveauté dans les Quoi de neuf sur la résine, un rapide résumé de la deuxième épreuve para-escalade de la saison. D'ailleurs, avant de commencer, je vous précise que j'ai trouvé plus logique de ne pas vous résumer les événements chronologiquement, mais bien de résumer d'abord les deux compétitions féminines, puis les deux compétitions masculines, pour ce qui me semble être un meilleur suivi, et comme on va avoir beaucoup de choses à vous résumer, on commence sans plus attendre. Alors d'abord, comme je vous le disais, a eu lieu la deuxième étape handi-escalade de la saison. Nous, on va rapidement parler de nos podiums tricolores, avec d'abord chez les hommes, en commençant par les AL2 amputés membres inférieurs, où nos français Thierry Delarue et Julien Gasque terminent respectivement premier et deuxième de la catégorie, juste devant l'espagnol Albert Guardia Ferrer. En homme RP1, soit les personnes avec une force ou stabilité limitée, Aloïs Potier termine premier devant le japonais Takuya Okada avec un score de 42+, contre seulement 33 pour son dauphin. Tandis qu'en RP3, c'est Thomas Bastien qui termine deuxième à seulement une petite prise du néerlandais Jamie Barendrecht. Chez les femmes maintenant en catégorie femmes AL2, amputée membre inférieur, c'est Lucie Jarige qui remporte une nouvelle fois la compétition. Après la première étape de Coupe du Monde de l'année à Salt Lake, elle devance même la concurrence de plus de 20 prises pour continuer sa domination sans partage sur le circuit. Et évidemment, comme on parlait de domination sans évoquer Solène Piret, la française a dominé la catégorie AU2, amputée membre supérieur, loin devant sa dauphine l'italienne Lucia Capovilla, et encore plus de l'américaine Maureen Beck, troisième, qui l'avait légèrement fait vaciller à Salt Lake. Maintenant que cela est dit, place à la première finale de la semaine dans les catégories d'escalade classique. La première finale qui se déroulait d'ailleurs dès le jeudi soir avec le bloc féminin, une finale avec un tableau de rêve. C'est simple, sur les 4 gagnantes d'étape de l'année, 3 étaient présentes et on regrettera amèrement l'absence de notre française Oriane Berton, seule favorite manquante qui ne réapparaîtra qu'à Villars début juillet pour parfaire sa préparation de difficulté. D'ailleurs, côté tricolore, malgré le manque de représentants en finale, on saluera tout de même les performances de Zélia Avezou et Fanny Gibert, qui terminent respectivement 7 et 9e aux portes de la finale. En tout cas, c'est l'américaine Brooke Raboutou qui dominait les demi-finales de retour après ses très belles performances de début d'année, et notamment sa première victoire en Coupe du Monde à HOJ. Elle sera d'ailleurs accompagnée par sa compatriote Natalia Grossman, double vainqueur d'étape cette année. À leur côté, Janja Garnbret tentera de récupérer sa place de reine du circuit, entachée par sa défaite à Prague face à Oriane Berton. Et enfin, côté japonais, c'est du solide avec 3 représentantes, Mio Nonaka, Futaba Ito et également Ai Mori, la toute jeune japonaise qu'on attendait beaucoup cette année, mais qui a peiné à lancer sa saison de bloc. Et on commence dans un premier bloc où les pieds n'étaient pas une valeur très importante, je dirais. Un départ avec une balançoire avant de venir se rétablir sur un gros module sur la droite et de compresser sur le top. Alors on commence d'entrée avec la japonaise Ai Mori qui semble trop petite pour ce départ de bloc. On assiste alors à un triste spectacle de la part de la japonaise qui perd déjà 6 essais rien que pour atteindre la prise de départ. Une scène surréaliste que finit par surmonter Ai Mori. Malheureusement pour elle, avec 2 minutes 30 de moins que les autres candidates au compteur, il est compliqué d'espérer quelque chose et après avoir raté la zone sur son premier essai, elle mettra encore 3 essais avant de se restabiliser sur le départ, condamnant toutes ses chances de zone. Juste derrière, l'américaine Natalia Grossman ne rencontrera elle aucune difficulté sur le bloc et flashera le tracé avec une grande facilité. Même son de cloche pour Janja Garnbret qui utilisera une autre méthode mais toujours avec autant de facilité. Les passages s'enchaînent, Mio Nonaka avec un peu plus de temps sur le bloc réussira elle aussi un flash, au contraire de Futaba Ito, sa compatriote qui ne pourra topper le bloc, trop juste pour réussir le rétablissement après la zone. Enfin, la ronde se termine avec un passage de Brooke Raboutou qui devra s'y reprendre à 3 fois après un faux départ pour topper elle aussi le bloc. Le deuxième bloc sera le profil dalle de cette finale avec une petite traversée au début suivie d'un petit mouvement sur réglette et d'un jeté pour rejoindre le top. Et cette fois-ci pas de sémorpho pour Ai Mori qui pourra enfin commencer sa finale avec un flash pour tenter de rattraper la concurrence. Malheureusement pour elle, après un passage flash de Natalia Grossman et Janja Garnbret, on sent que l'on se dirige vers un bloc plutôt cadeau qui ne marquera pas une réelle différence entre les finalistes. Et si Mio Nonaka ne nous donnera pas tort en réussissant à son tour un flash, Futaba Ito, elle, aura toutes les peines du monde à atteindre la zone, glissant à répétition.
Elle parviendra finalement à ses fins sur son deuxième essai, et alors qu'on la croit stabilisée sur le top au buzzer, elle glisse et rentre en isolation avec une zone seulement et probablement un abandon de ses chances de médaille. Enfin, Brooke Raboutou terminera ce tracé en s'y reprenant à 2 fois, mais topera bien le bloc elle aussi. À mi-parcours, 4 grimpeuses sont à 2 tops, dont 3 avec 2 flashs, et les prochains blocs seront donc décisifs, autant en termes de top que d'essais. Le troisième bloc semble être assez physique, avec un départ debout en compression, puis un jump en arrière sur une relativement bonne prise noire. Un bloc qui commence encore une fois plutôt mal pour Aimori, toujours pas aidé par sa petite taille. Elle bute à répétition sur le jump et verra le chrono retentir sans avoir fait de réel progrès sur le bloc. Derrière elle, ce jeté restera également un mystère pour Natalia Grossman, qui semblera pourtant très proche de le tenir dès ses premiers essais. L'américaine enchaînera les essais et les ballons d'exception jusqu'à 15 secondes où elle tiendra finalement le ballon. Derrière, l'américaine débute sa course contre la montre pour accrocher le top, et alors qu'on la croit victorieuse au buzzer, le juge ne valide pas le tracé, ne lui laissant que la zone. Ce bloc est donc l'opportunité parfaite pour Janja Garnbret de devenir la première grimpeuse à 3 tops dans cette finale, et c'est exactement ce qu'elle va faire. La Slovène réussit le jump d'une manière incroyable en matchant les deux mains mais pour relancer en coordination sur la zone. Un geste fantastique qu'elle conclura par un top et on souhaite déjà bon courage aux autres finalistes pour la revoir. Derrière, Mio Nonaka ne sera pas plus inspirée sur le jump, partant presque danser un tango avec la foule sur sa première tentative. Elle finira elle aussi par tenir le mouvement en s'aidant de la première prise noire de la main gauche, mais après une première alerte sur la deuxième partie du bloc, elle tombera finalement ne faisant mieux que la zone. Et tandis que Futaba Ito ne réussira pas à le jeter, Brooke Raboutou prendra elle encore un peu plus de retard sur le trio de tête sans parvenir non plus à tenir le ballon. À l'arrivée sur ce dernier bloc, les jeux sont presque faits et il ne faudra à Janja Garnbret que la zone pour archiver son sacre, tandis que Natalia Grossman et Mio Nonaka ont chacune leur destin en main pour accrocher le podium. Un dernier bloc avec un swing pour commencer, suivi d'une contrepointe à venir placer en dynamique avant d'atteindre le top. Et ce dernier mouvement s'annonce d'ores et déjà compliqué avec Aimori qui bloquera net dessus. Elle est suivie par Natalia Grossman qui doit topper pour assurer son podium. L'américaine réussit le swing en 2 essais mais bute aussi sur la contrepointe. Derrière, alors qu'il lui reste moins d'1 minute, elle finit finalement par réussir le mouvement. On croit alors qu'elle va topper mais le tout dernier mouvement ne semble pas plus facile et Natalia devra attendre les passages de Mio et de Brooke pour espérer sa médaille. C'est ensuite au tour de Janja d'entrer en scène, une zone en 5 essais et c'est la gagne pour la Slovène. Une zone, dites-vous, mais pourquoi faire? Janja a ici l'occasion de réussir un parcours parfait et elle ne va pas s'en priver. 40 secondes d'ascension, une contrepointe parfaitement placée, et c'est un top pour une victoire parfaite de la Slovène qui redevient plus que jamais la reine du circuit. Derrière, Mio Nonaka craquera complètement son premier essai et devra s'y reprendre à 5 fois pour obtenir la zone, une performance qui la condamne à un top pour reprendre la deuxième place provisoire à Natalia Grossman. Malheureusement pour elle, la japonaise ne pourra faire mieux et c'est à Brooke Raboutou de tenter sa chance pour monter sur la boîte. Mais derrière, on se rend vite compte que l'américaine n'est pas en capacité de faire mieux et la compétition se termine là-dessus. Au classement, Janja Garnbret a donc dominé de la tête et des épaules cette finale et prend rendez-vous pour la difficulté. Juste derrière, Natalia Grossman s'est montrée elle aussi très solide et étant extrêmement proche de topper les 2 blocs manquants, tandis que Mio Nonaka aura assuré son podium sur les 2 premiers blocs. À la 4ème place, Brooke Raboutou aura forcément des regrets avec une performance un peu en dessous de sa saison, alors que Aimori aura payé très cher ce premier bloc trop dur pour elle, tandis que Futaba Ito rate une nouvelle fois sa finale après Prague, mais continue d'engranger de l'expérience à ce niveau. Et maintenant, exit les cordeaux et autres jumps musclés, ça y est on se mouille la nuque et on ressort son plus beau sac à Puff Panda pour la première fois de l'année, la difficulté est de retour. Mais ne vous en faites pas puisque si vous êtes déjà nostalgique de cette saison de bloc, les femmes y sont allées en douceur sur le changement. Sur les 8 finalistes, la moitié était également déjà présente le jeudi soir en finale de l'autre discipline. Parmi elles, la Slovène Janja Garnbret qui restera probablement la grande favorite malgré ce changement de discipline. Avec elle, les américaines Natalia Grossman et Brooke Raboutou, elle aussi très polyvalente mais plutôt outsider. Et enfin la japonaise Aimori qui retrouve elle sa discipline de prédilection. Sur les 4 grimpeuses restantes, on retrouve la coréenne Chae-Yoon Seo qui avec Aimori et Janja Garnbret fera sûrement figure de 3ème favorite de cette finale. Et enfin, un peu moins attendu, la Slovène Mia Krumpel, l'Autrichienne Jessica Pils et la très bonne surprise française du jour qualifiée de vitesse, Hélène Janico sont aussi de la partie. La voie féminine commence par une section orange sans grande difficulté, avant une traversée constituée de ces modules en bitexture et au design très particulier qui avait fait tant parler en début de saison.
Derrière, le tracé enchaîne avec un dévers aux allures très physiques avant de ressortir sur une section faite de gros cratères bleus et un top aux allures bien particulières alors qu'il semble falloir se rétablir sur un volume pour clipper la dernière dégaine. C'est donc Hélène Janico qui aura l'honneur de donner le coup d'envoi de cette saison de difficulté. Autant vous dire que la pression est là, peut-être un peu trop d'ailleurs, car 7 prises et une petite zipette du pied gauche plus tard, Hélène retombera prématurément au sol, nous rappelant d'entrée la potentielle cruauté de ce format. C'est alors au tour de Brooke Raboutou de s'élancer, l'américaine dépasse facilement le point atteint par Hélène, enchaîne avec la deuxième section conclue par un mouvement de no-foot tout en autorité. On sent l'américaine bien dans son run, mais tout se complique dans le gros dévers de la voie. Brooke semble hésiter sur la méthode à adopter, dépense beaucoup d'énergie et de temps, et rate finalement sa sortie de la section au niveau de la prise 25. Elle est suivie de suite par sa compatriote Natalia Grossman. Le parcours de l'américaine semble très propre, elle évite le mouvement en no-foot de la fin de la deuxième section, choisit tout de suite la bonne méthode dans le toit, mais tombe pourtant une prise avant Brooke, visiblement un peu limitée physiquement. Il semblerait donc que nous ayons trouvé le premier crux de cette voie, qui semble être de sortir de cette section très physique. C'est donc à la Slovène Mia Crumpel de tenter sa chance. Celle-ci grimpe bien, visiblement à l'aise, atteint le point de chute de Natalia Grossman, mais parvient à tenir la prise. Elle hésite alors une fraction de seconde, repositionne son pied droit pour enclencher le mouvement, mais là non plus rien à faire, la Slovène chute et reste même derrière Brooke, les juges ne lui octroyant pas la valorisation de la prise. Place ensuite à l'Autrichienne Jessica Pils qui arrivera elle aussi sans encombre jusqu'à la section déversante. En difficulté elle aussi, Jessie tente alors une autre technique en allant positionner son pied gauche sur la droite pour se donner plus d'allonge, une technique presque payante puisque l'Autrichienne parvient à toucher la prise sans pour autant la tenir, passant tout de même en tête du classement grâce à son résultat de demi-finale. Entre alors sur la piste la Slovène Janja Garnbret et avec elle nos espoirs de découvrir le reste de la voie. La suite, chaque fois nous la pensons différente, et pourtant vous la connaissez, la Slovène arrive sur ce mouvement si terrible pour ses adversaires, mais tout au contraire atteint la prise à la limite du statique et avec une facilité insolente. Derrière, elle continue, et arrivée sur le module jaune suivant, montre des premiers signes de fatigue au moment de clipper. Elle grimpe encore quelques prises sur ses gros cratères bleus, et tombe finalement, gardant un peu de suspense dans cette finale. Un peu de suspense et même beaucoup, puisque derrière on parle quand même d'Aimori, la japonaise prodige qui avait tenu tête à cette même Janja en fin de saison dernière. Arrivée elle aussi dans le dévers de la voie, la japonaise hésite un peu et semble tout de même moins à l'aise que Janja. Pourtant elle finit par lancer son mouvement et tenir la prise de manière très solide, mais la Slovène était encore fraîche à ce moment, alors qu'Aimori, elle, semble avoir dépensé bien plus de force dans la bataille. Et le futur nous donnera raison, quelques prises plus tard et un énième gros plan mal senti de la part de GG le caméraman, Aimori tombe, assurant le podium mais sans pouvoir réellement inquiéter la Slovène. On termine alors par le passage de la coréenne Cha Eun-seo. La coréenne n'a jamais réellement su tenir tête à Janja par le passé mais a montré qu'elle en avait le potentiel. Malheureusement arrivée sur la section difficile, Cha Eun se trompe en voulant retourner sa main gauche avant d'enclencher et tombe un mouvement avant le podium. Au classement, c'est donc un doublé pour Janja Garnbret qui signe plus que jamais son retour sur leur circuit, intouchable durant les deux finales de la semaine. Derrière, le premier podium de la saison est complété par Aimori, dont on a hâte d'enfin pouvoir suivre le duel tant annoncé avec Janja. Et enfin, à la troisième place, la surprise Jessica Pils pour un tout petit mouvement. Derrière, on se tient dans un mouchoir de poche avec Brooke Raboutou au pied du podium, suivi par Cha Eun-seo, Mia Crumpel et Natalia Grossman, alors que Hélène Janico termine dernière, victime d'une erreur de parcours cruelle à ce niveau. Retour maintenant au vendredi, après les femmes, c'était au tour des hommes de clôturer cette saison de Coupe du Monde de bloc. On regarde alors la starting list de départ et une chose saute aux yeux, avec une nouvelle fois l'absence de notre français Mejdi Schalk, 3 podiums en 3 participations cette année, dont 2 médailles d'or, ainsi que du coréen Do Yoon Lee, le circuit se cherche encore des cadors réguliers. Ainsi on retrouve pour le plus grand bonheur de nos confrères du pays plat, les Belges Simon Lorenzi, seul grimpeur à toper les 4 blocs de demi, ainsi que son grand ami Nicolas Collin. Les deux japonais Meiichi Narasaki et Sorato Enraku effectuent aussi un back-to-back en finale depuis Brixen la semaine dernière, tandis que le coréen Jung Won-chun et ses 2 finales cette année sera peut-être ce qui se rapprochera le plus d'un favori dans cette finale extrêmement ouverte. Enfin, pour clôturer ce classement et avec une touche de patriotisme, on a la joie de retrouver Sam Hafzou au plus haut niveau, lui qui avait décroché une médaille d'argent l'année dernière au championnat d'Europe de bloc de Munich et qui aura le plaisir de participer pour la première fois à une finale de Coupe du Monde.
Et le premier bloc de la compétition démarre par un départ retourné avant de venir compresser un gros module violet. Derrière, c'est un jump en 180 qu'il faut réaliser pour arriver jusqu'au top. Un mouvement impressionnant réalisé à la perfection par notre premier candidat Sorato Enraku pour un flash éclair. Il sera imité quelques secondes plus tard par le coréen Jung Won-chon, lui aussi bien rentré dans sa finale, puis par le belge Nicolas Collin, mais en 2 essais cette fois-ci. Derrière, c'est à notre français Sam Hafzou d'entrer en lice, lui aussi viendra à bout du bloc après avoir raté le jump sur son premier essai façon Mio Nonaka. Même son de cloche pour Meiichi Narasaki, et alors qu'on prend ce bloc pour un bon échauffement, Simon Lorenzi, meneur des demi-finales, ne réussira même pas à accrocher la zone, visiblement gêné sur ce départ en compression, et prendra déjà un sacré retard sur la concurrence. Le bloc numéro 2 s'ouvre sur un départ en no-foot sur un cratère orange pour traverser en adhérence sur la prise de zone avant de se jeter sur le top. Et alors que Sorato Enraku sera tout proche de nous proposer une nouvelle démonstration, il tombera tout juste au niveau du top. Enfin, après un nouvel essai laissé sur la zone, le jeune japonais réussira tout de même à valider le bloc sur son 3e essai avec déjà 2 tops dans cette finale. Derrière, cette fameuse zone posera beaucoup de problèmes aux grimpeurs suivants. Le coréen Jung Won-chon restera muet face à celle-ci, à l'instar du belge Nicolas Collin, et ce malgré une tentative de pied en premier du plus bel effet, une méthode que reprendra notre français Sam Hafzou sur ses premiers essais, avant de revenir à celle de Sorato. Malheureusement, malgré une solidité apparente sur son no-foot, Sam ne réussira à tenir la prise de zone. Pas plus de réussite du côté de Meiichi Narasaki, non plus du côté de Simon Lorenzi, et c'est donc un énorme avantage que prend Sorato Enraku sur la concurrence, tout en dégageant une sérénité exceptionnelle. Le bloc numéro 3 sera une dalle avec une traversée et de grosses prises vertes qui feront un peu repenser à la dalle de l'étape de Prague plus tôt dans la saison. Avec ce bloc, Sorato Enraku peut déjà prendre une sacrée option sur la victoire en cas de réussite. Le japonais s'élance et lors de son 2e essai réussit le 2e mouvement en équilibre sur de tout petits pieds très peu confortables, en attestent ses multiples spasmes de la jambe gauche. Malheureusement, la zone est encore très loin et Sorato ne parviendra pas à se retourner sur la dalle, donnant l'occasion à ses poursuivants de revenir dans la course. Enfin, revenir pas si sûr puisque très rapidement on se rend compte que le passage n'est pas donné et ni Jung Won-chon ni Nicolas Collin ne feront mieux que le japonais. Derrière, notre français Sam Hafzou s'élance et quelle surprise lorsque sur son 2e essai, le français réussit presque à se stabiliser sur la zone. Sam se repose un peu, puis repart, et après une chorégraphie faciale du plus bel effet, réussit à se mettre en position, lance son mouvement et tient la zone. Il tope ensuite facilement le bloc et revient juste derrière Sorato au classement. Mais le français n'est pas le seul à profiter de ce bloc pour revenir sur Sorato, Meiichi Narasaki sera lui aussi proche de valider la zone sur son 2e essai, et c'est alors que, moins à l'aise que le français, le japonais trouve un miraculeux trou de vis pour se rétablir sur la zone puis sur le top à quelques secondes de la fin du chrono. Enfin, malheureusement pour nos amis belges, Simon Lorenzi continuera son chemin de croix avec un nouveau 0 pointé et un adieu définitif au podium. À l'orée du dernier bloc de cette finale, un trio de tête est donc devant. Notre français Sam Hafzou en fait partie, accompagné des 2 japonais Sorato Enraku et Meiichi Narasaki. Et dès le premier run de ce tour, Sorato a l'occasion de briser le suspense, un flash et il remporterait cette finale. Heureusement pour nous, le japonais mettra 6 essais avant de réussir la coordination de départ. C'est beaucoup, oui, mais cela suffit aux japonais pour aller topper le bloc et mettre la pression sur Sam et Meiichi. Derrière, Jung Won-chon et Nicolas Collin réussiront tous les deux à topper le bloc, mais avec chacun un grand nombre d'essais, ce qui ne les placera qu'à la 3e et 4e place provisoire, juste derrière Sam. Sam justement arrive devant le bloc et n'est qu'à 5 essais d'une potentielle première victoire en Coupe du Monde. Malheureusement pour le français, les essais s'enchaînent et il semble impuissant face à cette coordination. Il tente alors de nouvelles techniques, à 2 mains pourquoi pas, mais rien n'y fait, et il s'expose même à un retour de Meiichi Narasaki. Meiichi, lui, doit absolument topper le bloc, non seulement pour espérer la première place, mais simplement pour retrouver le podium après les tops de Jung Won-chon et Nicolas Collin. Lui aussi galère sur cette coordination, mais à 1 minute de la fin du chrono, il finit par tenir le ballon et topper le bloc en 6 essais, soit 3 de trop pour espérer la première place. Sorato peut exulter, il est le vainqueur d'une étape de Coupe du Monde de bloc pour la première fois de sa très jeune carrière, à tout juste 16 ans. Derrière lui au classement, c'est une énorme performance de la part de Sam Hafzou qui termine sur le podium, à la 3e place pour sa première participation en finale, et ce malgré un goût d'amertume quant au déroulé du scénario.
Meiichi Narasaki lui glane sa deuxième médaille d'argent de sa carrière, tandis que Zhang Wanchon termine 4ème, juste devant nos amis belges qui n'auront pas pu faire mieux dans cette finale, et surtout un Simon Lorenzi bien malheureux avec 0 zone et 0 top. On passe à la difficulté maintenant, et si chez les femmes, les favorites semblent plutôt polyvalentes, en témoignent les affiches plus ou moins similaires dans les deux disciplines, les hommes, eux, semblent beaucoup plus spécialisés, et on ne retrouve que très peu de grimpeurs de bloc sur la starting list. En fait, parmi eux, on n'en retrouve que 2 pour être exact, le japonais Sorato Enraku, qui postulera ce soir pour un doublé bloc-voix en une étape, et la très bonne surprise française Mejdi Schalk, qui après un carton sur sa saison de bloc, vient s'immiscer dans la première finale de difficulté de la saison, un très bon signe en vue des JO 2024. Derrière, par contre, on ne retrouve presque que des spécialistes de la voix en puissance, avec 2 générations bien distinctes. D'un côté, les jeunes japonais Satone Yoshida ou Teisei Oma, lui qui avait réalisé une saison 2022 exceptionnelle avec une victoire à son compteur, mais aussi l'espagnol Alberto Rines Lopez, champion olympique 2021. Avec eux, on aura plaisir à retrouver nombre de vétérans, avec l'allemand Alex Megos, l'autrichien Jakob Schubert ou encore le japonais Masahiro Higuchi, mais aussi puisqu'il s'agira d'une finale à 9 en raison des égalités d'Alexander Megos et de Satone Yoshida en queue de peloton, le Suisse Sacha Lehmann qui aura terminé à la première place des demi-finales. La voie masculine, elle, commençait par une section verte sans grande difficulté, avant d'enchaîner par des plats et 2 mouvements de bloc assez dynamiques. Derrière, une petite traversée permettait de rejoindre des volumes noirs, et après une petite section sur pince, on arrivait finalement sur des réglettes avant la dernière partie pour se rétablir là aussi sur un volume pour clipper le top. Le premier grimpeur à s'élancer ne sera autre que l'allemand Alexander Megos, multiple médaillé en Coupe du Monde sur résine, l'allemand se recherche pourtant un petit peu depuis l'après-Covid. Et bien ce soir, il avait visiblement décidé de nous prouver le contraire. Alex entame la voie sereinement, et après un petit jeté en épaule au niveau des plats jaunes, se repose durant de longues secondes. Derrière, il repart, progresse, on sent la fatigue qui fait son apparition, et il tombe finalement à l'entrée de la toute dernière section, après un run très solide, inscrivant la première marque de cette finale à 44 prises. Il est suivi par Satone Yoshida, 19 ans, qui monte lui aussi très haut dans la voie. Le japonais semble faire une petite erreur en voulant clipper trop tôt avant de se basculer sur les volumes noirs. Derrière, il continue tout de même, mais la fatigue le rattrape et il tombe quelques prises avant l'allemand. Derrière, c'est au tour du champion olympique Alberto Rines Lopez de s'élancer. L'Espagnol effectue un run solide et pourtant tombe lui aussi au niveau de Satone, sans erreur extrêmement visible mais simplement trop juste dans la résistance. On sent alors que cette finale se jouera tout en haut de la voie et on espère bien y voir un top avant la fin. Ce top d'ailleurs, on y rêve à cet instant présent puisque Mejdi Schalk fait son entrée. Les interrogations sont grandes quant à sa capacité à tenir la cadence en difficulté. Le français est serein, à l'aise sur les 2 mouvements de bloc du milieu de voie. Tout comme Alexander Megos et Alberto, il se repose longuement sur le plat jaune, mais la suite se corse. En bon bloqueur, Mejdi utilise beaucoup de force sur le début des volumes noirs, passant plusieurs fois en no-foot, et malgré de nombreux repos, il tombe au même niveau que ses 2 concurrents précédents, prenant la 2ème place provisoire. Une 2ème place un peu limite pour espérer accrocher le podium avec 5 concurrents restants, mais pas ridicule cependant en voyant la marge de progression que semble avoir le français dans la discipline. Et cette marge, nous allons pouvoir de suite la comparer puisque l'autre bloqueur Sorato Enraku est le prochain sur la liste. Le japonais semble en tout cas plus propre que Mejdi au moment d'aborder la transition sur volume noir avec moins d'énergie dépensée. Il arrive alors lui aussi sur les réglettes et pof, un autre gros plan de GG. Sorato chute alors qu'il semble presque avoir tenu la réglette suivante et passe juste devant Mejdi grâce à son résultat de demi. Il reste alors 4 grimpeurs à passer et pour l'instant ce scénario fait grandement les affaires d'Alexander Megos, encore premier après son run d'entrée. C'est alors à Teisei Oma de tenter de renverser la table, le japonais atteint lui aussi le haut de la voie, se montre autoritaire sur la traversée pour rejoindre les volumes noirs avec un impressionnant 360 sur lui-même. Il semble alors encore frais mais tergiverse un peu sur le clippage suivant et tombe même en dernière place à l'entrée sur les réglettes. Derrière, c'est à Masahiro Higuchi, le doyen japonais, de tenter de faire mieux. Malheureusement, arrivé devant les sections difficiles, Masahiro enchaîne les petites erreurs qui lui coûtent de l'énergie. Une traversée pas tout à fait parfaite, un clippage en 2 temps et coup de grâce, une zipette de pied juste avant d'aborder les réglettes. Masahiro tiendra mais ne pourra faire mieux qu'une 5ème place provisoire.
Et c'est donc juste après ce passage qu'Alexander Megos est maintenant assuré du podium, et d'ailleurs en parlant de podium, Mejdi se trouve toujours sur celui-ci à la 3ème place. Mais c'est maintenant au tour de celui qui représente peut-être la plus grosse menace de cette finale pour le trio de tête de passer. Jakob Schubert, fort de son expérience en Coupe du Monde, se montre solide sur le début de la voie. L'Autrichien trouve même un improbable repos, les pieds en premier à l'entrée des volumes noirs. Malgré cela, il semble fatigué, commence à s'arracher sur chacune des prises, atteint la réglette de gauche, celle de droite relance sur la plus haute réglette, sur laquelle il ne peut pas tenir et tombe. Alex Megos peut souffler, sa marge est conséquente, mais ce n'est pas le cas de Mejdi Schalck qui sort du podium, ainsi que Sorato Enraku, relégué à la 3ème place. Il ne reste alors que Sascha Lehmann, le Suisse, pour menacer l'Allemand. Le grimpeur s'élance dans un run qui semble similaire aux autres, mais nous l'avons bien vu dans cette finale, tout se joue dans les derniers instants. Sascha atteint la section sur réglette, semble déjà se battre sur les pinces, mais attrape solidement les 2 premières réglettes. Derrière, il tient la suivante, clip, puis renvoie sa main droite sur la prise plate noire que seul Alex avait tenue. Dans cette dernière force, il parvient à monter son pied gauche et lancer son mouvement vers la prochaine prise, un mouvement décisif qui le propulse devant Alex Megos grâce à son résultat de demi. Le Suisse peut exulter, à 25 ans, il vient de gagner la 2ème étape de Coupe du Monde de sa vie, 4 ans après la première. Une compétition qui se termine donc avec un podium à l'ancienne composé de Sascha Lehmann, Alexander Megos et Jakob Schubert. Paradoxalement derrière, ce sont les 2 jeunes bloqueurs Sorato Enraku et Mejdi Schalck qui sont venus toquer à la porte de leurs aînés pour une très belle performance. Enfin derrière, les autres japonais furent moins en réussite avec Satone Yoshida, Masahiro Higochi et Teisei Oma, respectivement 6, 7 et 9ème, ainsi qu'Alberto Rines Lopez, 8ème. Et voilà, c'est sur ce dernier résumé qu'on termine cette semaine à rallonge d'Innsbruck, une dernière étape de Coupe du Monde de bloc et le lancement de la saison de difficulté, qu'on continuera d'ailleurs dans 2 semaines à Villars, avec encore une fois de la difficulté, mais aussi le retour de la vitesse. Sur ce, je vous laisse les horaires juste ici, et je vous dis à la prochaine, tchuss!